Actualité. De retour avec la brillante Cybèle Olivier et le tout aussi brillant Fred Bastien. Merci, c'est très gentil. Ça va être 5 piastres. Voilà. Fred, je l'avais dit tantôt, chose promise, chose due, on va parler de ce fuck qui s'est perdu sur la plage à Oka. Écoute, c'est ça la nouvelle. Il y avait un phoque sur la plage à Oka, mesdames et messieurs, mais on fait l'appel, on demande au public, là, si vous avez vu un phoque, si vous avez vu ce phoque, écrivez au Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, le RQUMM, parce qu'on surveille de près la situation. Là, c'est un plaisancier qui était sur le bord de la plage, son chien s'est mis à japper après le phoque, et finalement, c'est ça. Là, on se dit qu'il n'y a pas vraiment rapport là. Est-ce qu'il est blessé par un hameçon? Pourquoi il s'est retrouvé jusque-là? Alors voilà, il y avait un phoque qui n'était pas en Alaska, mais c'est la complainte du phoque en Oka. Et on voit sur les images de ceux qui nous regardent, il y a un chien qui est avec son maître, puis ils sont proches de l'eau, et le chien rencontre le phoque. Oui. C'est assez inusité, là, autant du côté du chien que du côté du phoque, il s'agit d'une première. Voilà, un vrai film de Disney qui s'en vient. Là. OK. Et t'es badé. Cybèle, est-ce que le chef de la police de la Ville de Québec est trop payé? Bien, ça, c'est l'opinion que les policiers de Québec ont de la nouvelle. Les policiers de Québec disent oui, il est beaucoup trop payé, sont même outrés du nouveau salaire de leur chef. En fait, c'est une hausse de 15 % qui a été octroyée à Danny Turcotte. Il va maintenant gagner à peu près 282 075 $ par an. Pour vous donner une idée, Fadi Daguerre, on disait que son salaire allait avoisiner 280 000 $, mais ça, c'était des données de 2023 que j'ai trouvées. Donc, ça se rapproche donc du chef de police de Montréal. Alors, en fait... Là, étant donné qu'ils sont en pleine négociation pour le renouvellement de la convention collective, la Fraternité des policiers de Québec, qui est le syndicat des policiers là-bas, dit que c'est un manque de respect total, que la décision d'administration Marchand n'aurait pas dû être celle-là. Et lui, Bruno Marchand, de son côté, il dit, bon, écoutez, là, moi, je justifie ça parce que c'est compliqué à Québec dans les dernières années, notamment à cause de la guerre en lien des crimes organisés. C'est énormément de structures à revoir, beaucoup de travail à faire. Alors, c'est un salaire bien mérité. Parce que être chef de la police de la Ville de Québec il y a 10 ans, c'était quasiment une joke drôle. C'était quasiment une job drôle. C'est-à-dire, tu disais, ben oui, il y a du crime à Québec, mais là, il y a eu cette espèce de guerre là, que tu viens d'évoquer entre BLM, Black Mafia, BMF. Blood Family Mafia. Voilà. Mon registre de gangster est un petit peu vieilli. Mais et les Hells Angels. Donc, c'est vraiment devenu, je pense, c'est devenu un job plus compliqué que celle de la... En plus, beaucoup d'itinérance, beaucoup de violence dans les rues, ça a beaucoup augmenté dans les dernières années aussi. Oui, tout à fait. Fred, tu veux nous parler d'un masculiniste du web, Julien Bournival, qu'on avait, je pense, reçu ici à Cube. Oui. Là, il a été expulsé de sa maison, oui. Oui, mais effectivement, là, c'est un de ces masculinistes de l'Internet là, qui s'est récemment vanté là, de faire des millions de dollars en vivant le rêve canadien, en étant établi en Floride et en faisant beaucoup d'argent avec ses compagnies. Mais pourtant, il semble crouler sous les dettes. Là. Il est expulsé de sa maison. Il n'a pas été capable de faire un paiement à Desjardins. Lui se défend en disant là, qu'il est débancarisé, là, un peu comme certains influenceurs américains. Là. On se pose la question, est-ce que c'est une manière... Tu sais, dans les années 60, là, on faisait des versions francophones québécoises des tunes américaines qui fonctionnaient bien. Des fois, j'ai l'impression que cette gang-là, ils prennent des influenceurs américains controversés puis ils font la version québécoise. Écoute, honnêtement, je souhaite ça à personne là, de perdre sa maison. Là, puis c'est une nouvelle qui m'attriste profondément parce que je me dis... parce que ce gars-là a creusé ses peintures dans le coin un peu avec ses positions, puis est tombé un peu dans le piège de faire réagir sur le web à tout prix. Là. Mais le journal apprenait là, qu'il doit au moins 40 000 $ à American Express, 87 000 $ à l'Agence du revenu du Canada, 67 000 $ à Revenu Québec, plus de 1,1 million à Desjardins et 10 000 $ à la Banque nationale. Bref, on a tous des finances serrées ces temps-ci, mais ça nous fait réfléchir sur une condition puis à quel point on est content parfois de ne pas être dans cette position fâcheuse. Moi, je l'avais rencontré, il était venu ici, je lui avais serré la main, très gentil, très élégant, très poli, serre la main, regarde dans les yeux, c'est une pratique qui s'est perdue. Puis la dernière fois qu'il était dans l'embarras financier, il s'en était sorti. Donc, une semaine à 2 semaines plus tard, il avait dit non, c'est payé. Donc, je lui souhaite la même chose. On ne souhaite pas de malheur à personne, surtout pas l'été. Cybèle, rapidement, le Hamas qui discute de proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui, Donald Trump a assuré que Israël avait accepté de finaliser les termes pour un cessez-le-feu de 2 mois dans la bande de Gaza. Et là, le président américain, donc Donald Trump, dit au Hamas, s'il vous plaît, acceptez l'entente, parce que présentement, l'armée israélienne est en train d'étendre son offensive. Ils sont toujours en territoire palestinien.
Et de l'autre côté, le Hamas dit qu'il est en train d'évaluer les propositions en vue d'un cessez-le-feu. Par contre, d'un autre côté, il y a Benjamin Netanyahou qui a fait une déclaration en parallèle. Il est supposé rencontrer Donald Trump la semaine prochaine. Et là, Benjamin Netanyahou a dit « Je jure d'éliminer le Hamas jusqu'à la racine ». Il a dit, et je cite, « Il n'y aura pas de Hamas, pas de Hamastan. Nous ne reviendrons pas à cette situation. C'est terminé. Nous libérerons tous nos otages et nous éliminerons le Hamas. Nous les éliminerons jusqu'à la racine. » Alors... Netanyahou, là, on ne peut pas comprendre sa psychologie ici parce qu'on ne vit pas là-bas. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes codes, mais lui, pour avoir parlé à des Israéliens, des gens qui sont même critiques des politiques de Netanyahou, il y a une seule façon de comprendre, là, quand vous êtes rendu là-bas, c'est que cet homme-là n'a plus rien à perdre. Lui, il sait que dès qu'il va s'arrêter, il va être arrêté, il va être traduit devant les tribunaux. C'est ça qui l'attend. Donc, il se dit, plus je reste au pouvoir, plus je m'approche de mon objectif, qui est un objectif que, secrètement, la plupart des Israéliens partagent. C'est-à-dire, on ne veut plus du Hamas, on ne veut plus d'un groupe terroriste, on ne veut plus de cette possibilité que l'on sait réelle désormais d'être enlevé, de voir nos enfants être violés devant des parents. Donc, les Israéliens ne sont pas tous derrière Netanyahou, mais ils comprennent ce que ce gars-là essaye de faire et lui, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si je peux juste rajouter par rapport à c'est quoi les demandes là, dans la négociation, le Hamas parle particulièrement des otages. Il dit, nous, on va libérer les 50 otages qui restent. On dit qu'à peu près la moitié qui serait mort à ce moment-ci. En échange de quoi? D'un retrait complet d'Israël à Gaza. Israël dit, bon, nous, de notre côté, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu définitif. On veut votre reddition, on veut un désarmement et on veut l'exil du Hamas. On se retrouve dans une demi-heure. Absolument.